Bonjour à tous et bienvenue dans l'Appart. L'Appart, c'est toutes les 2 semaines sur la chaîne Techno, un entretien privilégié avec un décideur de l'innovation. Et aujourd'hui, nous recevons un serial innovateur, Rafi Aladjian. Né au Liban, Rafi Aladjian débute dans la production cinématographique avant de s'orienter très vite vers la technologie et le Minitel. En 1994, il crée FranceNet, l'un des premiers fournisseurs d'accès français à Internet. Au début des années 2000, il invente le lapin Nabaztac, ancêtre des objets communicants. Aujourd'hui, après avoir fondé une quinzaine d'entreprises high-tech, Rafi Aladjian s'intéresse, à travers sa nouvelle société Sense, aux objets connectés du futur. Rafi Aladjian, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans l'Appart. Bonjour. Rafi Aladjian, vous avez de multiples casquettes, on va avoir l'occasion d'en parler. Mais commençons par la plus actuelle. Vous présidez donc la société Sense. De quoi s'agit-il ? Sense, c'est la dernière étape d'un long parcours. Sense s'intéresse au sens caché de nos activités quotidiennes. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est donner un sens à la vie, de capturer tout ce qui se passe dans le monde physique, de toutes sortes de manières, d'analyser ces données et réagir à ce qu'on a compris que vous étiez en train de faire. Alors, qu'on comprenne bien, c'est de la philosophie ou c'est une entreprise high-tech malgré tout ? C'est forcément avec beaucoup de high-tech, avec cette caractéristique qui est que la high-tech est la plus cachée possible, c'est-à-dire qu'on voudrait que les gens n'interagissent plus du tout avec des objets. Je pense que, on parle beaucoup de l'Internet des objets, je pense qu'on est passé à l'Internet d'après l'Internet des objets, c'est-à-dire où l'objet disparaît et où votre interaction se fait avec votre brosse à dents ordinaire, votre oreiller, avec votre lit, votre porte, avec vos amis, et au milieu, il n'y a pas un objet que vous êtes obligé de trimballer à travers lequel les choses se passent. Donc c'est libérer les gens des objets et connecter directement la vie des gens et la rendre intelligible, intelligente, sensible, réactive. Alors Rafi, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne bien, donnez-nous un exemple. Par exemple, avec l'oreiller, vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez faire des batailles de polochons qui sont comme des espèces de jeux vidéo. Il y a quelque part quelque chose qui compte les points que vous faites, qu'il y a de la diffusion de bruit qui fait comme ça quand vous lancez une bataille de polochons, mais aussi quand Et paf, quand il atteint la tête de Jérôme, par exemple. Par exemple. Ouais. Alors, Rafi, votre timeline, quels sont, parce que vous êtes un créateur incroyable, vous avez plusieurs vies d'entrepreneur, quelles sont les étapes importantes justement de votre vie d'entrepreneur ? La première, la plus importante, c'est l'accident créateur, parce qu'au départ, j'ai fait des études de sémiologie, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais, enfin presque rien à voir avec ce que je fais. Et puis un jour, je me suis inscrit par hasard à un cours à la fac parce que j'étais en retard, et ça s'appelait télématique. On était en 83, je ne savais pas du tout ce que télématique voulait dire, et je suis tombé tout à fait par hasard dans le Minitel quand il était petit. Et donc j'ai appris 2 choses en tombant dans le Minitel quand il était petit. D'abord qu'on pouvait connecter autre chose qu'un téléphone à un réseau, ce qui était intéressant. En 83, c'était... Et la deuxième chose, que c'était fascinant d'arriver parmi les premiers sur une île déserte, c'est-à-dire dans un domaine où il y a tout à inventer. Et puis accessoirement que ça pouvait rendre riche, ce qui était quand même assez agréable aussi. C'est toujours agréable à prendre. Oui. Voilà, en particulier en France où on n'a pas forcément de capitaux risqueurs ou de gens très courageux pour financer ce genre de choses. Donc cet événement accidentel de la découverte du Minitel en 83 a transformé ma vie, comme on dit par image. Donc première date importante, la découverte du Minitel. Voilà, ensuite j'ai fait du Minitel pendant un certain nombre d'années. Vous étiez éditeur de service. J'étais éditeur de service comme et puis de serveur. De génération d'ailleurs. Voilà, hein, comme Simon Signy, comme Niel, comme voilà, tous ces vieux cons du Minitel. Et pour une raison particulière, enfin, qui est celle-là, c'est que le Minitel était un moyen de fournir du financement à des gens qui n'auraient pas pu en avoir d'une autre façon dans les années 90. Et donc en 93, je me suis dit que le Minitel c'était trop beau, mais que forcément ça deviendrait de plus en plus ringard, d'autant que les gens commençaient à avoir des ordinateurs à eux, enfin des machines plus intelligentes chez eux, mais qu'il manquait un maillon pour connecter ces trucs. Et j'avais découvert l'Internet un peu plus tôt, et en novembre 93, quand Mosaic, le premier navigateur, est sorti, pour moi c'était une révélation, j'étais sûr que c'était le vecteur
cette vie d'après le Minitel. Et donc, j'ai fondé FranceNet, qui est le premier... Alors, après coup, on dit le premier fournisseur d'accès, mais quand vous êtes le premier, vous êtes un peu tout. Vous êtes une boîte d'Internet. Enfin, vous ne savez même pas vous-même ce que vous êtes. Vous commercialisez une connexion Internet, c'est ça? Voilà, entre autres choses, mais on était aussi hébergeur, faiseur de sites web, faiseur de technologie. Enfin, ces catégories se créent quand un secteur devient mature. Après, on a appris qu'on était fournisseur d'accès, qu'il y avait un truc qui s'appelait fournisseur d'accès et que nous en étions. Et donc, en 2003, j'ai créé deux sociétés. Ozone, qui était ce Wi-Fi collaboratif. Voilà, avec cette idée de réseau pervasif, c'est-à-dire que les gens n'allaient plus supporter d'avoir de l'Internet que chez eux et qu'il fallait donc une couverture globale pour connecter tout le monde, et Violet pour connecter les objets. Là, on est en 2003, en donc 2003. Il y a 10 ans. Et c'était Nabastag. Voilà, Violet, c'était Nabastag. Donc en 2005, on a sorti Nabastag, le premier lapin communicant. L'idée, c'était de montrer que n'importe quoi... Vous preniez un fou au début avec ce lapin, non? Oui, clairement. Un lapin connecté au Wi-Fi, on ne comprenait pas à quoi ça servait. Enfin, des gens vous regardaient bizarrement. Ben, le problème, c'est que quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et donc, le lapin était censé montrer que si on pouvait même connecter un lapin, on pouvait par définition connecter n'importe quoi. Parce que si vous commencez par connecter des frigos, on va dire, bon, ben maintenant, il y a cette catégorie, les frigos communicants. Mais comme c'est absurde Mais comme c'est absurde, lapin, ça pouvait... Voilà, c'était une espèce de joker qui valait pour tous les objets là-dessus. Et je pense que c'était aussi une bonne idée parce que ça a permis on en a quand même vendu 200 000. Et le côté... C'était le gadget geek par excellence. Voilà, bon, au final... Qui a même traversé les frontières, hein. C'était branché d'avoir un Nabastag aux États-Unis. Alors malgré tout, parfois les belles histoires connaissent quelques soubresauts. Il y a eu des fails, notamment pour le lapin Nabastag. Il y en a eu un, enfin il y en a eu même deux pour le lapin Nabastag. Le premier, c'était la crise de 2008. Quand vous êtes une start-up française dans le hardware, pratiquement monoproduit, et qu'il y a une crise qui fait que tous les grands distributeurs, pas français, mais plutôt les Anglais, les Espagnols, les Américains, arrêtent d'acheter quoi que ce soit qui rentre dans aucune catégorie connue et donc ne connaît pas les ventes, et que ça se produit au mois de septembre, juste avant Noël, vous êtes très très mal. Donc ça a été un gros problème de Nabastag. Crise économique. Crise économique. Et puis une deuxième erreur qui, pour le coup, était de notre fait chez Violet, qui était une erreur de conception qui fait que les serveurs de Violet étaient conçus pour héberger des lapins. C'est qu'on n'avait pas créé... C'était des clapiers, en fait. Voilà. C'est que comme on avait conçu le lapin avant les serveurs, le modèle de données sur les serveurs disait un objet, c'est un truc qui a des oreilles. Et donc, quand on essayait de connecter autre chose qu'un lapin dessus... ça marchait pas. Ben, il fallait dire objet n'ayant pas d'oreille. Il fallait décocher la case oreille de l'objet. Rafi Aladjian, on voit que vous avez été précurseur dans plein de domaines, mais quelles sont pour vous les innovations de demain qu'il faut d'ores et déjà retenir ? Il y a vraiment un sujet sur l'intelligence artificielle, qui est un sujet sur lequel on n'est pas en France. Autant sur l'objet communicant, je pense oui. On a une grande fascination pour ce que fait Google, mais c'est comme si on avait rendu les armes et qu'à un moment donné, Oui, mais enfin, est-ce qu'on pourrait faire un Google à la française Il y a eu déjà des essais Est-ce bien réaliste ? Est-ce que pour autant il faut rendre les armes et se focaliser sur des choses 10 ans après tout le monde? Mais on n'est pas obligé d'être ringard quand même. On est ringard aujourd'hui? On est souvent ringard. Pas dans tout. Par exemple, c'est fascinant de voir qu'il y a WeThings, il y a Netatmo, il y a Parrot, et que dans ce domaine-là de l'objet communicant, on n'est pas ringard. Surtout quand on compare la France aux autres pays d'Europe dans lesquels il n'y a pas. On ne pas forcément se comparer aux États-Unis ou à l'Asie, où on n'a pas tellement non plus. Mais par exemple, en Europe, c'est un sujet, je ne sais pas pourquoi, sur lequel on est très bon en France. Donc on n'est pas forcément, c'est pas une ringard, ce n'est pas une fatalité. Mais sur l'intelligence artificielle, sur même l'algorithmie poussée, je ne vois pas tellement de gens. Et s'il y a quelque chose dans lequel il faudrait mettre de l'argent public, c'est ça. Alors êtes-vous un geek, Rafi Aladjian? J'imagine que oui. Quel est votre objet high-tech fétiche?
Je suis en fait assez peu un geek. Alors là, vous cassez un mythe, là. Tous ceux qui nous regardent, qui vous imaginent étant geek. J'achète beaucoup d'objets de geek, dont je me sers une fois et je me sers plus du tout. Donc non, je suis assez classique. Bon, il y a 2 objets que j'aime beaucoup dans ma vie, c'est mon scooter et mon iPad. Et côté smartphone, vous êtes quoi alors iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone? Alors j'ai un iPhone 5, mais j'en ai un peu honte, parce que j'ai un peu l'impression de faire partie des gens qui sont fait couillonner par l'iPhone 5. Donc je ne le dis pas en public. Juste un mot sur Apple. Vous trouvez qu'ils innovent pas assez vite? Vous dites que voilà, vous avez un peu honte de votre iPhone 5. Vous l'auriez imaginé plus courageux, cet iPhone, ce nouvel iPhone? Avant, j'avais un iPhone 3, donc si j'ai changé, c'est parce qu'il commençait à être vraiment vieux. Et la vraie différence que j'ai trouvée entre mon iPhone 3 et mon iPhone 5, c'est qu'il avait une rangée d'icônes en plus et qu'il était plus rapide, ce qui était la moindre des choses. Et 4 ans se sont passés entre... Et 4 ans, voilà. Et entre-temps, l'application Map était devenue désastreuse. Donc... je pense que si vous êtes Apple, vous êtes obligé d'innover parce que c'est votre métier. On ne peut pas comparer Samsung à Apple. Samsung, ils font des frigos, des climatiseurs, des téléphones et des centrales nucléaires, et que quelque part, ils font aussi des téléphones. iPhone, Apple, ils font un produit par an. S'il n'est pas la chose la plus belle, la plus parfaite et la plus innovante du monde, vous n'êtes plus Apple, vous êtes... pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que vous faites par ailleurs pas grand-chose, vous avez une poignée de produits, donc vous êtes génétiquement obligé d'innover. Donc plutôt iPhone. Et côté réseaux sociaux, est-ce que Rafi Aladjian est présent sur les réseaux sociaux? Alors oui, puisque en fait si vous êtes venu dans cet appart, c'est parce qu'on a discuté sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Rafi Aladjian est même le premier inscrit français sur Twitter et le premier inscrit français sur Facebook. Alors là, ça c'est un scoop. Donc, franchement, bravo. Bon, par ailleurs, j'en fais pas un usage j'en ai fait beaucoup l'usage beaucoup au début. Là, je le fais plus tellement. Mais c'est très utile. Mais on a l'impression que vous avez toujours un coup d'avance, non? C'est-à-dire que, alors que tout le monde utilise Facebook et Twitter, vous êtes déjà peut-être en train de chercher ce qu'il y aura après. Ça doit être un peu fatigant, non? À force d'essayer d'avoir toujours un coup d'avance. C'est ça, d'être tombé dans le Minitel quand on était petit. Et qui y aura-t-il après, alors? Là, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est les biotechnologies. Ce soir, je vais à la Paillasse pour faire du do-it-yourself génétique. Ces sujets-là sont très intéressants aussi. Mais bon, après, je suis trop vieux pour les faire maintenant. À un moment donné, il faudra s'arrêter. Vous viendrez nous en parler. Bien sûr. Merci beaucoup, Rafi Aladjian. Merci de m'avoir invité. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel invité, leader et personnalité du monde de l'innovation. Merci de nous suivre, à très vite. Salut à tous.